Vous savez ce qu'on ne vous dit jamais sur le vieillissement? Ce n'est pas votre corps qui vous trahit en premier. Ce sont ceux qui vous ont promis de vous aimer pour toujours. Je suis assise ici, dans ma petite maison, à regarder la pluie peindre des motifs sur les vitres que mon mari a installées il y a 40 ans. Mes mains tremblent encore parfois quand je tiens une tasse de thé. Pas à cause de l'âge. De la mémoire. On dit que l'amour maternel est inconditionnel. Mais que se passe-t-il quand cet amour devient une prison? Que se passe-t-il quand l'enfant que vous avez élevé devient votre gardien? Voici mon histoire. Pas celle qu'il raconterait. Pas celle qui met tout le monde à l'aise lors des dîners de famille qui n'arriveront plus jamais. Voici la vérité. Et la vérité, j'ai appris, a son propre pouvoir. La brûlure sur mon bras est en train de guérir. Petite, en forme de croissant. Comme une nouvelle lune gravée dans ma chair. C'est arrivé un mardi. N'est-il pas étrange que le traumatisme choisisse les jours les plus ordinaires? Mardi matin, le soleil filtrait à travers la fenêtre de ma cuisine, la même fenêtre par laquelle je regardais mes enfants jouer dans le jardin. Là où je comptais leurs pas à la maison après l'école. Là où j'attendais le retour de mon mari du travail, fredonnant en préparant ses plats préférés. La cuisine a toujours été mon sanctuaire. 35 ans de gâteaux d'anniversaire et de rôtis du dimanche. 35 ans de genoux écorchés, mieux embrassés autour d'une tasse de chocolat chaud. 35 ans à construire quelque chose que je croyais permanent. L'amour, je croyais, était fait de briques et de mortier. L'amour était la fondation et la charpente. L'amour était cette maison, ces murs, ces souvenirs pressés dans chaque recoin comme des fleurs séchées dans un livre. J'avais tort. Tout a commencé petit, comme le fait toujours le poison. Des petits commentaires qui ressemblaient à des coupures de papier. Maman, tu oublies des choses. Maman, tu n'as pas de sens. Maman, tu devrais peut-être te reposer davantage. Te reposer. Un mot si doux pour ce qu'il signifiait vraiment. Disparaître. Mon fils Jean-Claude est revenu à la maison après son divorce. 38 ans, blessé et en colère, portant son mariage brisé comme des éclats d'obus dans sa poitrine. J'ai ouvert mes bras, ouvert ma maison, ouvert mon cœur. Que fait une mère d'autre? Juste quelques mois, maman. Jusqu'à ce que je me remette sur pied. Quelques mois sont devenus une année. Une année est devenue 3. Quelque part entre les deux, il a amené Sylvie. Sylvie avec sa voix aiguë et son regard encore plus aigu. Sylvie qui a réaménagé ma cuisine sans me demander mon avis. Sylvie qui me parlait comme si j'étais déjà morte, comme si je ne faisais que prendre de la place dans ce qu'elle considérait comme sa maison. C'est tellement démodé, Jean-Claude. Il faut tout moderniser. Non. Comme si j'avais déjà été effacée de l'équation. Mais je n'ai rien dit. Les bonnes mères ne se plaignent pas. Les bonnes mères font de la place. Les bonnes mères sourient et font comme si leur cœur ne se brisait pas, morceau par morceau, comme de la vieille porcelaine tombant des étagères. Je pensais que le silence était de l'amour. Je pensais que l'accommodement était de la gentillesse. J'avais tort là aussi. Ils ont réécrit ma vie par petites touches. D'abord, ils m'ont déplacé dans la plus petite chambre. Tu n'as pas besoin de tout cet espace, maman. Et cette pièce est mieux éclairée. Plus lumineuse. Comme si j'étais une plante dont ils s'occupaient, quelque chose à placer dans des conditions optimales puis à oublier. Ma chambre, celle que j'ai partagée avec mon cher Pierre pendant 28 ans, est devenue leur suite parentale. Ils ont repeint les murs bleus que nous avions choisis ensemble. Ils ont effacé les photos de notre mariage, les premiers pas de nos enfants, nos moments de joie paisible. Ils nous ont effacés pièce par pièce. Viennent ensuite les règles de la cuisine. Sylvie allait cuisiner maintenant. Tu en as assez fait, maman. Il est temps de se reposer. Se reposer. Ce mot encore, doux comme du miel et amer comme du poison. Mais je n'étais pas fatigué. J'avais 72 ans, pas mort. Mes mains étaient stables, mon esprit clair. Je cuisinais pour ma famille depuis 40 ans. La nourriture était mon langage d'amour, ma façon de dire « tu comptes ». Tu appartiens. Tu es à la maison. Ils m'ont enlevé mes mots. Les dîners sont devenus tendus. La cuisine de Sylvie était efficace, sans joie. Sans sel, sans chaleur, sans âme. Je m'asseyais à ma table, celle que Pierre avait construite de ses propres mains, et je mangeais comme une invitée chez moi. Le médecin dit que tu devrais manger moins salé, maman, disait Sylvie d'une voix faussement inquiète. On veille juste sur toi. On veille sur moi. En me rendant invisible. Mon petit-fils, le petit Thomas, observait ces interactions avec un regard confus. 7 ans, pris entre des mondes qu'il ne comprenait pas. Parfois, il grimpait sur mes genoux après le dîner, ses petites mains traçant les rides de mon visage. Grand-mère, pourquoi ne cuisines-tu plus? Que dit-on à un enfant? Comment expliquer que l'amour peut devenir une cage? Que la famille peut devenir des étrangers?
Que parfois les gens qui promettent de te protéger sont ceux dont tu as besoin de protection. Les adultes changent parfois, mon petit. Mais l'amour ne change pas. Souviens-toi de ça. Il hochait la tête solennellement, non pas compréhensif mais confiant. Comme les enfants avant que le monde ne leur enseigne le contraire. L'espace physique n'était qu'un début. Ils ont colonisé mes routines, mes amitiés, ma liberté. Quand ma voisine, Madame Dubois, appelait, Sylvie répondait. Oh, elle se repose. Ordre du médecin. Une autre fois peut-être. Quand je voulais rendre visite à ma sœur à Marseille, Jean-Claude secouait la tête. Le train est trop pour toi, maman. Et s'il arrivait quelque chose? Quand j'ai proposé qu'on dîne dans mon restaurant préféré, celui où Pierre m'avait demandé en mariage il y a des années, ils ont échangé ce regard. Ce regard qui disait, la vieille dame est encore difficile. On devrait peut-être commander à domicile, suggérait Sylvie. Plus confortable pour tout le monde. Confortable pour tout le monde sauf moi. J'étais effacé. Pas par la violence ou la cruauté, il aurait été plus facile de les nommer, plus facile de les combattre. J'étais effacé par la gentillesse. Par l'inquiétude. Par le doux coussin étouffant du devoir familial. Ils me tuaient par leurs soins. Avez-vous déjà été renvoyé par quelqu'un que vous aimez? Pas ignorer, c'est différent. Le rejet est plus chirurgical. C'est leur façon d'acquiescer quand on parle sans vraiment écouter. C'est leur façon de sourire puis de changer de sujet. C'est leur façon de vous donner l'impression que vos pensées, vos sentiments, votre existence même, sont en quelque sorte inutiles. C'est ce que j'ai ressenti ces mois-là. Vivre en marge de ma propre vie. J'essayais de contribuer aux conversations. Oh, j'ai lu un article intéressant sur « Maman, on discute de quelque chose d'important en ce moment. Je proposerais d'aider aux tâches ménagères. Je pourrais faire la lessive, je sais comment tu aimes. Ne t'inquiète pas. Tu pourrais te blesser. Je suggérerais des activités en famille. On pourrait peut-être aller au parc où on allait avant. On est trop occupé pour ce genre de choses maintenant. Trop occupé. Trop vieux. Trop de problèmes. La maison remplie de leurs amis, de leurs conversations, de leurs rêves. Je suis devenu un meuble. Poli, invisible, épousseté de temps en temps mais jamais vraiment vu. Mes amis ont cessé de m'appeler. Pourquoi le feraient-ils? Toutes les invitations ont été déclinées de ma part. Tous les contacts ont été coupés pour mon bien. Ma sœur Marie m'appelait moins souvent. Lorsqu'elle me joignait enfin, Sylvie rôdait à proximité, écoutant chaque mot. Tout va bien, disais-je, consciente de la tension. Parfaitement bien. Les mensonges ont un goût de cendre dans la bouche. Mais parfois, les mensonges sont tout ce qui reste pour protéger ceux qu'on aime de la vérité qui les blesserait. Marie le savait, pourtant. Les sœurs le savent toujours. Marguerite, dit-elle lors de notre dernière vraie conversation, on dirait que tu disparais. Disparaître. Oui. C'était exactement ce qui se passait. Je devenais transparente, fantomatique, à peine présente. Mais les fantômes, j'apprenais, peuvent encore ressentir la douleur. Le pire, ce n'étaient pas les grands moments. C'étaient les petits. L'accumulation de minuscules coupures qui, ensemble, me saignaient l'esprit. C'était Jean-Claude passant devant ma chambre sans me dire bonsoir, alors que depuis 38 ans, il ne s'était jamais endormi sans m'embrasser sur la joue. C'était Sylvie réorganisant mes photos, repoussant toujours plus loin celles de Pierre jusqu'à ce qu'elles disparaissent complètement derrière des objets plus neufs et plus brillants. C'était le petit Thomas à qui on disait de ne pas déranger grand-mère quand elle se reposait, même quand j'étais assise juste à côté, avide de ses rires et de ses histoires. C'était la façon dont il parlait de moi à la troisième personne alors que j'étais assise dans la même pièce. Elle semble plus confuse ces derniers temps. Le médecin a dit que c'était normal pour quelqu'un de son âge. Il faut penser à ce qui est le mieux pour elle. Ce qui est le mieux pour elle. Jamais ce que je voulais. Jamais ce dont j'avais besoin. Jamais ce que je ressentais. J'étais devenu un problème à gérer plutôt qu'une personne à aimer. Pierre disait qu'aimer était un verbe, pas un nom. C'était quelque chose qu'on faisait, pas quelque chose qu'on ressentait. Il me témoignait de l'amour dans le café du matin qu'il apportait au lit, dans sa façon d'écouter mes histoires même s'il les avait déjà entendues, dans la douceur avec laquelle il me prenait la main quand nous marchions. L'amour était action. L'amour était attention. L'amour était présence. Ce n'était pas de l'amour. C'était son contraire, déguisé en langage attentionné. C'était l'ombre de l'amour, et je disparaissais en elle. Mardi matin avait commencé comme tous les autres. Je me suis réveillé tôt, comme le voulaient mes vieilles habitudes. La maison était silencieuse, suspendue à cette heure paisible avant que le monde ne réclame mon attention. Je me suis dirigé vers la cuisine, passant prudemment devant les portes closes des chambres, devant les vies qui ne m'incluaient plus. La bouilloire était ma petite rébellion. Mon seul rituel restant. Je préparais du thé et m'asseyais près de la fenêtre,
à regarder le jardin que Pierre et moi avions planté ensemble. Les roses fleurissaient malgré la négligence. C'était incroyable comme la vie persiste même quand personne ne fait attention. J'étais debout devant le fourneau quand Jean-Claude est apparu. Les cheveux en bataille, les yeux rougis par une colère insomniaque. Il avait recommencé à boire. Je sentais sur lui cette odeur aigre de chagrin fermenté en rage. « Qu'est-ce que tu fais ?» Sa voix était aiguë, perturbant la paix matinale. « Préparer du thé. » Des mots si simples. Un geste si simple. Pourquoi est-ce que ça ressemblait à une confession? Tu ne devrais pas utiliser la cuisinière. Tu pourrais te blesser. Il s'avança vers moi, ses mouvements rapides et agressifs. Combien de fois faudra-t-il te le répéter? La bouilloire sifflait maintenant, la vapeur s'élevant comme la tension dans la pièce. Je tendis la main vers elle, mais il fut plus rapide. Je dis non. Il attrapa la poignée de la bouilloire. Le mouvement fut violent, soudain. L'eau chaude gicla par-dessus bord. Et puis c'est arrivé. L'eau me toucha le bras. Pas par accident. Pas par inadvertance. Délibérément. Volontairement. Mon propre fils m'a jeté de l'eau bouillante dessus, puis m'a regardé avec un tel mépris, une telle haine crue, que j'en ai oublié de crier. La brûlure fut immédiate. Vive. Réelle. Plus réelle que tout ce que j'avais ressenti en des mois d'effacement. Voilà, dit-il d'une voix froide comme la pierre d'hiver. Peut-être que maintenant tu vas m'écouter. Je le fixai du regard. Cet homme qui se glissait dans mon lit pendant les orages. Ce garçon qui pleurait quand son hamster mourait et que je le tenais dans mes bras pendant des heures. Cette personne que j'avais aimée plus que ma propre vie. Jean-Claude. Son nom me semblait étranger. Comme un mot dont j'avais oublié la prononciation. J'en ai marre, maman. Marre que tu fasses comme si c'était encore ta maison. Marre que tu prétendes pouvoir encore prendre soin de toi. Marre que tu fasses tout tourner autour de toi. Ces mots frappaient plus fort que l'eau. Chacun d'eux était précis, destiné à faire mal. C'est ma maison, dis-je doucement. La brûlure commençait à me lancinante, mais la douleur dans ma poitrine était pire. J'ai construit ça avec ton père. C'est ma maison. Il rit. Un vrai rire. Le son était laid, tordu. Ta maison? Tu ne peux même pas faire une tasse de thé sans presque tout brûler. Tu es un danger pour toi-même et pour tous ceux qui t'entourent. C'est alors que Sylvie apparut, attirée par le vacarme. Elle regarda mon bras, la marque rouge et furieuse qui s'étendait sur ma peau, et son expression ne changea pas. Aucune inquiétude. Aucune horreur. Juste de l'irritation d'avoir été réveillée si tôt. Que s'est-il passé? Demanda-t-elle, mais pas à moi. Jamais à moi. Elle utilisait encore le poêle, dit Jean-Claude. Je lui ai dit d'arrêter. Elle ne voulait rien entendre. Un mensonge. Douce et douce comme de la soie. Et elle y croyait, ou faisait semblant. Peu importe. Marguerite, dit Sylvie d'une voix imprégnée d'une fausse patience, tu dois être plus prudente. Tu aurais pu brûler toute la maison. Je les regardais tous les deux. Ces gens que j'avais accueillis chez moi, dans ma vie, dans mon cœur. Ces gens qui réécrivaient l'histoire au moment même où elle se déroulait. Il faut que je bande ça, dis-je en tenant mon bras blessé. Bien sûr, dit Sylvie. Jean-Claude t'aidera. Mais elle se détournait déjà lassée de ma douleur. Jean-Claude s'approcha. L'espace d'un instant, je crus qu'il allait s'excuser. Je me souvenais peut-être de qui il était, de qui j'étais pour lui. Au lieu de cela, il se pencha, son visage tout près du mien, et murmura des mots plus brûlants que l'on ne le pourrait jamais. Meurs ailleurs, maman. On est fatigué d'attendre. Je restai là, dans ma cuisine, l'eau dégoulinant de mes cheveux, le bras en feu, le cœur brisé au-delà de toute réparation, et je compris quelque chose avec une clarté parfaite. J'étais complètement seul. Le petit Thomas apparut dans l'embrasure de la porte, se frottant les yeux pour chasser le sommeil. Il vit l'eau sur le sol, la marque rouge sur mon bras, la tension dans la pièce. Grand-mère? Sa voix était faible, confuse. Tout va bien, ma chérie, m'entendis-je dire. Juste un petit accident. Il me regarda avec ses yeux sombres et sages, si semblables à ceux de son grand-père, et je sus qu'il ne me croyait pas. Mais il avait 7 ans. Que pouvait-il faire? Retourne te coucher, Thomas, dit Jean-Claude d'une voix sèche. Ça ne te regarde pas. Mon petit-fils me regarda une dernière fois, puis disparut dans le couloir. J'écoutais ses petits pas s'éloigner et sentais mon cœur se briser jusqu'au dernier morceau. Même les enfants ne pouvaient plus me sauver. Je nettoyais le sol de la cuisine. J'épongeais l'eau, l'épreuve, le désordre de mon humiliation. Mon bras me lançait à chaque mouvement, mais j'accueillais la douleur avec joie. Elle était sincère. Réelle. C'était la preuve que c'était arrivé, que je ne disparaissais pas après tout. La douleur, je réalisais, était la seule chose qui ne pouvait pas m'enlever.
Jean-Claude et Sylvie étaient retournés se coucher. La maison avait retrouvé son silence familier, mais tout avait changé. L'air était différent. Plus vif. Comme ces instants qui précèdent un orage, quand on sent l'électricité. Je bandais mon bras soigneusement, méthodiquement. Le miroir de la salle de bain me montrait une inconnue ou une femme aux cheveux argentés et aux yeux fatigués, mais aussi quelque chose de nouveau. Quelque chose que je n'avais pas vu depuis des mois. La clarté. Dans l'eau bouillante, dans le mépris de mon fils, dans l'indifférence de Sylvie, j'avais retrouvé quelque chose que je croyais perdu à jamais, moi-même. J'ai regardé mon reflet et j'ai parlé à voix haute pour la première fois depuis longtemps. Mon histoire ne se termine pas ainsi. Ma voix était rouillée par le manque d'usage, mais c'était la mienne. Et plus forte que je ne l'aurais cru. Je suis allé dans ma chambre, la petite chambre où il m'avait relégué, et j'ai ouvert le tiroir du bas de ma commode. Enfouie sous de vieux pulls et des écharpes oubliées se trouvait une enveloppe Kraft. Épaisse, officielle, importante. Je n'avais pas regardé ces papiers depuis des années. Pourquoi les aurais-je regardés? Ils représentaient quelque chose que je tenais pour acquis, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé devoir prouver. L'acte de propriété de la maison. Toujours à mon nom. Toujours à moi. Pierre et moi avions acheté cette maison quand Jean-Claude n'avait que 2 ans. Nous avions économisé, fait des heures supplémentaires, sacrifié quelques petits luxes pour verser la compte. Chaque mensualité hypothécaire pendant 28 ans avait été financée par notre compte en banque, notre travail, nos rêves. Après la mort de Pierre, la maison est devenue mienne. Légalement, complètement, incontestablement mienne. J'avais oublié que je possédais quelque chose qui ne pouvait pas me prendre. Je me suis assise sur mon lit et j'ai lu attentivement les documents. Mon nom de jeune fille était là, effacé mais lisible, Marguerite Delacroix-Martin. J'ai tracé les lettres du doigt, me souvenant de la femme qui avait signé ces papiers 40 ans auparavant. Jeune, pleine d'espoir, amoureuse, construisant quelque chose de durable. Elle était toujours là. Plus âgée, blessée, mais pas vaincue. Jamais vaincue. Le plan s'est formé lentement, comme la lumière du matin qui traverse une pièce. Pas de vengeance, j'étais trop fatigué pour cela. Pas de confrontation dramatique, j'étais trop sage pour cela. Quelque chose de plus calme. Quelque chose de plus puissant. La restauration. Je ne resterai pas dans cette maison qui était devenue ma prison. Mais je ne les laisserai pas me la voler non plus. Je ne les laisserai pas réécrire l'histoire de ma vie ni effacer l'amour que Pierre et moi avions construit. Je partirai, mais à mes conditions. Avec ma dignité. Avec ma vérité. Et ils apprendraient ce que signifie tenir l'amour d'une mère pour acquis. J'ai soigneusement fait mes bagages. Pas grand-chose, je n'avais plus besoin de grand-chose. Quelques photos qu'ils n'avaient pas encore cachées. Les bijoux de ma mère. Les lettres que Pierre m'avait écrites pendant notre relation. Les petites choses précieuses qui contenaient ma vraie vie, ma vraie personne. Les documents juridiques ont été mis dans mon sac. Tous. L'acte de propriété, les papiers d'assurance, les relevés bancaires qu'ils pensaient que j'étais trop confuse pour comprendre. Je n'étais pas confuse. J'avais terminé. En faisant mes valises, j'ai pensé au cottage en Provence. Le petit endroit que Pierre et moi avions acheté pour y passer le week-end, à l'époque où nous pensions avoir l'éternité pour profiter des plaisirs simples. Après sa mort, j'avais envisagé de le vendre. Trop de souvenirs, trop de vide. Mais je l'avais gardé. Je l'avais loué à de jeunes couples sympathiques pour compléter mes revenus, mais je l'avais gardé. Quelque chose en moi savait que j'en aurais peut-être besoin un jour. Ce jour était arrivé. L'aube se levait lorsque j'ai fini de faire mes valises. La maison allait bientôt s'éveiller. Sylvie préparerait son petit déjeuner efficace, Jean-Claude soignerait sa gueule de bois, Thomas mangerait ses céréales dans le silence gêné qui était devenu le langage de notre famille. Mais je ne serais pas là pour le voir. J'ai laissé un mot sur la table de la cuisine. Simple, direct, honnête, je suis parti régler quelques affaires. L'acte de propriété et tous les documents connexes sont chez moi. Vous aurez bientôt des nouvelles de mon avocat. Prenez soin de Thomas. Il est innocent dans tout cela. Marguerite, pas d'explication. Pas d'excuses. Pas de supplication pour la compréhension ou le pardon. Juste les faits. Juste la vérité. Juste une femme se souvenant enfin de son propre pouvoir. J'ai appelé un taxi pendant qu'il dormait. J'ai attendu près de la porte avec mon unique valise, regardant une dernière fois la maison que j'avais aimée, les murs qui avaient été témoins de mes joies et de mes chagrins, les pièces où j'avais élevé mes enfants et enterré mon mari. Au revoir, mon amour, ai-je murmuré à Pierre, m'attardant encore dans les recoins de notre vie commune. Je vais finir ce que nous avons commencé. Le taxi est arrivé alors que le soleil peignait le ciel en rose et or. Un nouveau jour. Un nouveau chapitre. Une nouvelle chance d'écrire ma propre histoire. Je n'ai pas regardé en arrière pendant que nous roulions. Des ponts,
autrefois brûlées, éclairent le chemin. Le train pour la Provence était presque vide à 7 heures matinales. Assise près de la fenêtre, je regardais défiler la campagne française comme un film de ma jeunesse. Les villages que j'avais traversés avec Pierre, les champs où nous nous étions arrêtés pour des pique-niques improvisés, les paysages qui gardaient les fantômes de notre bonheur. Mon bras palpitait encore là où l'eau m'avait brûlé, mais à chaque kilomètre qui passait, la douleur semblait moins importante. Les blessures physiques guérissent. Le cœur, je l'apprenais, est plus résistant que je ne le pensais. Le cottage était exactement comme dans mes souvenirs, niché entre les champs de lavande et les chênes, ses murs de pierre patinés mais solides. Le jeune couple qui le louait, Marie et Philippe, avait déménagé le mois précédent et je n'avais pas pris la peine de trouver de nouveaux locataires. Quelque chose, peut-être, m'avait préparé à ce moment. La clé était là où Pierre la gardait toujours, sous la 3e pierre du portail. Certains rituels sont trop sacrés pour être changés. À l'intérieur, tout était plus petit que dans mes souvenirs, mais d'une certaine manière plus parfait. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres que Pierre avait installées lui-même, illuminant des grains de poussière qui dansaient comme des souvenirs dans l'air. La cuisine était minuscule mais complète. La chambre était simple mais paisible. Le salon offrait juste assez d'espace pour qu'une personne puisse réfléchir, respirer, se souvenir de qui elle était. Cet endroit avait été notre refuge contre le monde. Notre sanctuaire, loin des exigences des enfants, du travail et des soucis. Ici, nous n'étions plus que Pierre et Marguerite, ni père et mère, ni mari et femme avec tout le poids que ces mots portaient, mais simplement 2 êtres qui se choisissaient jour après jour. J'ai posé ma valise et traversé chaque pièce lentement, me refamiliarisant avec une vie que j'avais presque oubliée. J'ai préparé du thé soigneusement, avec amour, sans que personne ne me dise de ne pas le faire. Je me suis assise à la petite table en bois où Pierre et moi avions partagé tant de repas tranquilles, tant de silences réconfortants, tant de rêves de vieillir ensemble. Eh bien, mon amour, dis-je à la chaise vide en face de moi, je vieillis. Mais pas comme prévu. Le silence ne semblait plus vide. Il semblait plein de possibilités. Le coup de fil arriva 3 heures plus tard. Jean-Claude, la voix tendue par ce que je reconnus comme une panique à peine maîtrisée. Maman? Où es-tu? Ton mot? Que voulais-tu dire par avocat? Je le laissai parler. Le laisser expliquer, justifier et exiger. Le laisser utiliser le ton qu'il avait employé envers moi pendant des mois, celui qui me traitait comme un problème à résoudre plutôt que comme une personne à respecter. Quand il eut fini, je parlais doucement, je m'occupe d'une affaire, Jean-Claude. Comme je l'ai dit dans mon mot. De quoi s'agit-il? Maman, tu nous fais peur. Rentre à la maison et on pourra discuter. Cette maison n'est plus ma maison depuis longtemps. Silence. Le genre de silence qui nous fait réaliser qu'aucun des deux n'est prêt à parler à voix haute. Que veux-tu dire? Sa voix était plus basse maintenant. Incertaine. Je pense exactement ce que j'ai dit. Je te recontacterai bientôt. J'ai raccroché avant qu'il puisse répondre. Avant qu'il ne puisse à nouveau utiliser ces mots comme des armes. Avant qu'il ne puisse me faire douter de ce que je savais être vrai. Le téléphone a sonné de nouveau immédiatement. Et encore. Et encore. J'ai débranché. Certaines conversations nécessitent une préparation. Certaines vérités ont besoin de temps pour s'installer avant d'être dites. J'ai d'abord appelé Marie-Claire Dubois. Pas ma voisine, Madame Dubois, sa fille. Celle qui était devenue avocate, que j'avais vue grandir, d'une adolescente dégingandée à une femme prospère à son propre cabinet à Marseille. Madame Martin? Sa voix était surprise mais chaleureuse. Quel plaisir d'avoir de vos nouvelles. Comment allez-vous? Une question si simple. À quand remonte la dernière fois qu'on m'a posé cette question et attendu une vraie réponse? Je vais bien, Marie-Claire. Mais j'ai besoin de conseils juridiques. Concernant le droit immobilier. Professionnelle immédiatement, elle a posé des questions précises. J'ai donné des réponses précises. À la fin de notre conversation, elle avait une idée claire de ma situation et j'avais rendez-vous avec elle le lendemain. Apportez tous vos documents, a-t-elle dit. Et Madame Martin? Vous faites ce qu'il faut. La bonne chose à faire. J'avais oublié ce que ça faisait. Ce soir-là, j'ai appelé ma sœur Marie. Vraiment, pas les conversations performatives que j'avais eues sous la surveillance de Sylvie. Marguerite. Je pensais juste à toi. Où es-tu? Tu as une voix différente. Je suis en Provence. Au chalet. Au chalet? Mais je me suis dit. Jean-Claude n'avait-il pas dit que tu n'étais pas en assez bonne santé pour voyager? Jean-Claude dit beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Je lui ai tout dit. Pas la version édulcorée que je partageais depuis des mois, mais la vérité. La lente érosion de ma dignité, les cruautés désinvoltes, le matin où mon fils m'a jeté de l'eau bouillante dessus et m'a dit d'aller mourir ailleurs. Marie a pleuré. Moi non.
J'avais dépassé les larmes pour quelque chose de plus clair, de plus utile. Viens rester avec moi, a-t-elle dit aussitôt. J'ai toute ma place. Tu n'as pas à affronter ça seule. Je ne suis pas seule, ai-je dit, me surprenant moi-même par la vérité. Pour la première fois depuis des mois, je ne suis pas seule. Ce soir-là, j'ai allumé un feu dans la petite cheminée en pierre. Pierre et moi avions l'habitude de nous asseoir ici les soirs frais, son bras autour de mes épaules, à planifier notre avenir, à partager nos rêves, rassurés par la certitude que nous aurions bien d'autres soirées comme celle-ci devant nous. Nous avons eu 12 ans avant que le cancer ne l'emporte. 12 ans de soirées au coin du feu, de conversations tranquilles, d'amour qui n'avait pas besoin de s'annoncer, car il était aussi constant que la respiration. Il me manquait. Mais pour la première fois depuis sa mort, je ne me sentais pas perdu sans lui. Je me sentais connecté à lui comme je ne l'avais pas été depuis des années. Je me souviens de qui je suis, ai-je dit à sa photo, celle que j'avais sauvée des objets décoratifs de Sylvie. Je me souviens de ce que nous avons construit ensemble. Et je ne les laisserai pas détruire cela. Le feu s'est éteint en braise incandescente. Dehors, la lavande exhalait son parfum du soir. À l'intérieur, une femme de 72 ans était assise paisiblement dans son espace, élaborant ses propres plans, se préparant à reprendre sa vie en main. Demain apporterait avocat, documents juridiques et conversations difficiles. Demain apporterait le travail de restauration. Mais ce soir, j'étais à nouveau simplement Marguerite. Ni le problème, ni le fardeau, ni le désagrément de quelqu'un. Juste moi. Juste entière. Juste assez. Marie-Claire Dubois était devenue le genre de femme que j'avais espéré que ma fille deviendrait si j'avais eu la chance d'en avoir une. Sûre d'elle sans être dure, professionnelle sans perdre sa chaleur, prospère sans oublier ses origines. Son bureau à Marseille était élégant mais sans prétention. Des diplômes au mur, des photos de famille sur son bureau, des livres de droit rangés avec le soin de quelqu'un qui les lisait vraiment plutôt que de simplement les exposer. Elle étudiait mes documents avec la minutie dont je me souvenais de son enfance, la même attention soutenue qu'elle avait portée à ses devoirs à ma table de cuisine 20 ans plus tôt, lorsque sa mère travaillait tard. « Votre position est très solide, dit-elle finalement. La maison vous appartient incontestablement. Les documents sont clairs et complets. Mais, j'ai entendu l'hésitation dans sa voix. Mais les cas de violence psychologique impliquant des membres de la famille peuvent être compliqués. Ce que vous avez décrit au l'isolement, le contrôle, l'érosion progressive de votre autonomie est une forme évidente de maltraitance envers les personnes âgées. Mais le prouver légalement peut être difficile. Elle m'a regardé attentivement, comme le font les bons avocats lorsqu'ils doivent poser des questions difficiles. Cependant, l'agression physique change tout. La brûlure sur votre bras, avez-vous consulté un médecin? J'ai secoué la tête. Je l'ai soignée moi-même. Nous devons la documenter correctement. Dossiers médicaux, photos, rapports complets. Les preuves matérielles renforcent considérablement les cas de violence psychologique. Dossiers médicaux. Photos. Preuves. Le langage de la justice était clinique, mais j'en comprenais la nécessité. Quelles sont mes options? Ai-je demandé. Marie-Claire s'est adossée à son fauteuil, réfléchissant déjà comme l'avocate dont j'avais besoin. Plusieurs. Nous pouvons déposer une ordonnance restrictive pour agression physique. Nous pouvons engager une procédure d'expulsion. Puisque vous êtes le propriétaire légal, vous avez le droit de choisir qui habite votre logement. Nous pouvons documenter les abus en vue d'éventuelles poursuites pénales. Des poursuites pénales. Ces mots flottaient dans l'air comme de la fumée. Je ne veux pas détruire mon fils, ai-je dit doucement. Je veux me sauver. Elle a hoché la tête, comprenant immédiatement la distinction. Ensuite, nous nous concentrons sur la réparation plutôt que sur la punition. Nous vous rendons votre logement, votre autonomie, votre sécurité. Nous expliquons clairement que ce qui s'est passé est inacceptable et ne sera plus toléré. Mais nous laissons la porte ouverte à la guérison, si c'est ce que vous souhaitez en fin de compte. Si c'est ce que je souhaite en fin de compte. Je ne savais plus ce que je voulais au-delà de la paix, de la dignité, du droit d'exister dans mon propre espace sans crainte. Que recommandez-vous? Nous commençons par une mise en demeure. Nous documentons tout, les abus, l'agression, votre état de santé, vos capacités mentales. Nous établissons un dossier juridique clair attestant que vous êtes capable de prendre vos propres décisions et que vous avez été maltraité. Ensuite, nous leur donnons le choix, elles peuvent partir volontairement et dignement ou être expulsées légalement avec un procès-verbal permanent. Et si elles refusent? Nous engageons alors une procédure judiciaire complète. Ordonnance restrictive, expulsion, poursuite pénale pour agression. Tout le tralala. J'ai signé le mandat de représentation d'une main ferme. Mon nom de jeune fille figurait clairement sur les documents juridiques. Marguerite Delacroix-Martin, plaignante, propriétaire, femme reprenant son pouvoir.
Une dernière chose, a dit Marie-Claire alors que nous nous préparions à partir pour le rendez-vous médical. En êtes-vous sûr? Les affaires familiales peuvent être brutales. Ils essaieront probablement de vous faire passer pour incompétente, confuse ou manipulée par des influences extérieures. Ils pourraient brandir votre âge, votre chagrin à cause de votre mari, tout ce qu'ils peuvent utiliser pour vous présenter comme un témoin peu fiable. J'ai réfléchi sérieusement à la question. Étais-je sûre? Étais-je prête pour la bataille qui m'attendait? Puis je me suis souvenu de ce matin dans ma cuisine. L'eau bouillante sur ma peau. La voix de mon fils me disant de mourir ailleurs. La cruauté désinvolte de gens qui avaient cessé de me considérer comme un être humain. J'en suis sûre, ai-je dit. J'en ai assez d'être effacée. L'examen médical était approfondi et professionnel. Le docteur Leroux, médecin recommandé par Marie-Claire, a documenté la brûlure avec une attention particulière aux détails. Photographie, mesures, notes sur les schémas de cicatrisation et la cause probable. Cela correspond à une brûlure par liquide chaud, a-t-il écrit dans son rapport. Le schéma et la gravité suggèrent un contact délibéré plutôt qu'accidentel. Il a également procédé à une évaluation cognitive complète à ma demande, test de mémoire, exercice de raisonnement, évaluation de l'état mental. Les résultats étaient sans équivoque, j'étais mentalement compétent, émotionnellement stable et pleinement capable de prendre mes propres décisions. Pour ce que ça vaut, a déclaré le docteur Leroux en terminant son examen, vous êtes plus vif d'esprit que la plupart des gens 2 fois plus jeunes que vous. Quoi qu'on vous ait dit sur vos capacités mentales, on se trompait. Ces mots, on se trompait, avaient plus de pouvoir de guérison que n'importe quel médicament. L'avis juridique a été remis 3 jours plus tard. Formel, officiel, sans concession. Il précisait que j'étais propriétaire du bien, documentait le schéma de maltraitance, décrivait l'agression physique et exigeait que Jean-Claude et Sylvie quittent les lieux dans les 30 jours. Il comprenait également les évaluations médicales et psychologiques, établissant clairement que j'étais apte à prendre ces décisions et que mes actes n'étaient pas le résultat d'une confusion ou d'une manipulation extérieure. Marie-Claire m'a appelé après la signification des documents. Ils ont engagé un avocat, a-t-elle dit. André Moreau. Il est compétent, mais il n'est pas habitué au cas où les faits sont aussi clairs. Il tentera probablement de négocier. Quel genre de négociation? Probablement un arrangement où il pourrait rester à la maison en échange d'un meilleur traitement. Peut-être un accord formel de soins avec des limites définies et une supervision. J'ai envisagé cette possibilité. Pourrions-nous trouver un moyen de coexister? La confiance pourrait-elle être rétablie après avoir été si profondément brisée? Qu'en pensez-vous? Ai-je demandé. Je pense, dit prudemment Marie-Claire, que certaines relations ne peuvent pas être réparées. Certaines confiances, une fois brisées, le sont toujours. Mais vous seul pouvez décider ce que vous êtes prêt à risquer. Risquer? Oui, c'était la question. Étais-je prêt à risquer de retourner dans cette maison, auprès de ces gens, à cette lente suffocation déguisée en soins? Ou étais-je assez fort pour construire quelque chose de complètement nouveau? Ce soir-là, j'étais assis dans mon jardin de campagne, entouré de la lavande que Pierre avait plantée, à regarder le soleil se coucher sur les collines que nous avions parcourues ensemble tant de fois. Mon téléphone a sonné, Jean-Claude appelait pour la 12e fois depuis la signification des papiers. Cette fois, j'ai répondu. Maman. Sa voix était différente. Plus faible. Incertaine comme je ne l'avais pas entendue depuis son enfance. Il faut qu'on parle. Oui, dis-je simplement. On le fait. Tu vas rentrer? Tu vas revenir pour qu'on règle ça? Chez moi. Il l'appelait encore comme ça, comme si rien n'avait changé, comme si l'eau chaude n'avait pas marqué mon bras et ses mots n'avaient pas blessé mon cœur. Cette maison a cessé d'être ma maison le jour où tu m'as dit d'aller mourir ailleurs, dis-je doucement. Mais on peut parler. Ici, tu peux venir à moi, pour une fois. Silence. Le genre de silence qui porte le poids des rapports de force changeants. Tu veux qu'on aille jusqu'en Provence? Je veux que tu fasses un effort. Comme j'en ai fait pendant des mois pendant que tu m'effaçais de ma propre vie. Un autre silence. Puis, on viendra ce week-end. Bien, dis-je. On a beaucoup de choses à se dire. Ils sont arrivés samedi matin dans la voiture de Jean-Claude, la même qui était restée dans mon allée pendant 3 ans, utilisant mon électricité pour recharger, mon eau pour me laver, mon espace pour exister. Sylvie apparut la première, son visage soigneusement composé, dans ce que je reconnus comme sa version de la contrition calculée, stratégique, destinée à atteindre un résultat précis. Jean-Claude paraissait plus âgé. Plus mince. L'arrogance qui caractérisait son comportement récent avait disparu, remplacée par quelque chose qui aurait pu être de la honte si j'étais d'humeur généreuse. Plus probablement, c'était simplement la peur des conséquences. Thomas n'était pas avec eux. Il est chez des amis, expliqua Sylvie,
Comme si cela nécessitait une explication, comme si la présence d'un enfant risquait de compliquer la conversation d'adulte que nous devions avoir. Ou peut-être ne voulait-il tout simplement pas qu'il soit témoin de ce qu'il prévoyait de dire. Je leur servis le café sur la petite terrasse surplombant les champs de lavande. Cette même terrasse où Pierre et moi avions partagé tant de matinées paisibles, à planifier notre retraite, nos voyages, nos années tranquilles ensemble. Maintenant, elle allait accueillir une conversation d'un tout autre genre. « Tu as l'air en pleine forme, maman. » La voix de Jean-Claude était prudente, éprouvante. « L'air de la campagne te va bien. »« Je vais bien, » répondis-je. « Pour la première fois depuis des mois, je vais très bien. » Sylvie s'agitait, mal à l'aise, sur sa chaise. Elle n'avait pas l'habitude que je sois direct, ni que je prenne de la place dans des conversations qui concernaient ma propre vie. « Nous nous inquiétions pour toi, » dit-elle d'une voix rauque, exprimant une inquiétude maternelle. « Partir si soudainement, sans nous dire où tu allais. Nous ne savions pas si tu étais en sécurité. »« Inquiète. » Ce mot résonna entre nous comme une pierre. « Étais-tu inquiète quand Jean-Claude m'a jeté de l'eau bouillante dessus ?» demandai-je doucement. « Étais-tu inquiète quand il m'a dit d'aller mourir ailleurs ? Étais-tu inquiète pendant les mois où tu m'as traité comme un fardeau chez moi ?» Les questions flottaient dans l'air matinal. Les oiseaux continuaient de chanter dans les chênes. La lavande continuait de répandre son doux parfum. Le monde continuait d'exister autour de nous tandis que nous étions assis face à la vérité de ce qui s'était passé. C'était... Jean-Claude commença, puis s'arrêta. Je ne voulais pas dire. Qu'est-ce que tu ne voulais pas dire? L'interrompis-je. L'eau? Les mots? C'est moi où je me sentais indésirable dans le foyer que j'avais construit avec ton père? Sa bouche s'ouvrit et se referma comme un poisson sorti de l'eau. Pour la première fois depuis des mois, il n'avait aucune réponse toute prête, aucune justification, aucun moyen de me rendre responsable de son comportement. On pensait t'aider, dit Sylvie, intervenant lorsque son partenaire hésita. Le médecin a dit que tu avais besoin de plus de repos, de plus de soins. On pensait te protéger. De quoi? De te faire du mal. Du stress d'entretenir une si grande maison. De prendre des décisions qui pourraient ne pas être dans ton intérêt. Je les ai regardés tous les deux, ces gens que j'avais accueillis dans ma vie, ma maison, mon cœur. Ces gens qui avaient systématiquement démantelé mon autonomie tout en se persuadant d'être gentils. M'as-tu déjà demandé ce que je voulais? Demandai-je. T'es-tu déjà demandé si je ne préférerais pas faire mes propres erreurs plutôt que de vivre dans la sécurité étouffante que tu m'avais créée? Silence à nouveau. Mais cette fois, c'était différent. Moins sur la défensive, plus réfléchi. On aurait dû, dit finalement Jean-Claude. On aurait dû demander. C'était la chose la plus proche d'excuse que je lui avais entendue depuis des années. Oui, dis-je simplement. Tu aurais dû. Sylvie se pencha en avant, son instinct d'avocate se réveillant. Alors, que veux-tu maintenant? Que faudrait-il pour que tu rentres à la maison? À la maison. Ce mot était de nouveau là. Je veux que tu comprennes quelque chose, dis-je en posant ma tasse de café avec une précaution délibérée. Je ne reviendrai pas dans cette maison. Ni pour y vivre, ni pour y rendre visite, ni pour prétendre que ce qui s'est passé peut être réparé par des excuses et des promesses. Le visage de Jean-Claude pâlit. Mais maman, c'est chez toi. Chez nous. On peut arranger ça. On peut établir des limites, des règles. On peut. Tu peux partir, dis-je doucement. Avant la fin du mois, comme le précisait la vie légale. Tu peux trouver ta place, construire ta vie, apprendre à voler de tes propres ailes, tel l'homme adulte que tu es censé être. Et si on n'y arrive pas? La voix de Sylvie était devenue tranchante, l'inquiétude feinte cédant la place à quelque chose de plus dur. Alors mon avocat engagera une procédure judiciaire complète. Expulsion, ordonnance restrictive, poursuite pénale pour agression. À toi de choisir. J'avais apporté des copies de tout, l'acte, les rapports médicaux, les documents juridiques, les photos de ma brûlure. Je les ai étalés sur la table comme des cartes à un jeu où j'ai finalement eu la main gagnante. Voilà qui je suis, ai-je dit en désignant mon nom sur l'acte. Voilà ce que tu as fait en désignant les photos médicales. Et voilà ce qui se passe ensuite en désignant les documents juridiques. Ils ont étudié les papiers en silence. Les preuves étaient accablantes, indéniables, impossibles à justifier. On n'a jamais voulu que ça aille aussi loin, a finalement dit Jean-Claude. Je pensais que tu devenais confus. Je pensais que tu avais besoin qu'on prenne des décisions pour toi. Je n'ai jamais été confus, dis-je. On m'effaçait. Il y a une différence. Sylvie lisait l'évaluation médicale, son expression devenant de plus en plus troublée à chaque page. Il est écrit ici que tu es pleinement apte. Que tu ne présentes aucun signe de déclin cognitif ou de problème de santé mentale. Pensais-tu que je ne le serais pas?
T'es-tu convaincu que j'étais réellement incapable de prendre soin de moi-même? Ou as-tu simplement trouvé commode de le croire? La question a fait mouche. Jean-Claude a détourné le regard, incapable de me regarder dans les yeux. Peut-être que nous avons vu ce que nous voulions voir, a-t-il admis. Peut-être était-il plus facile de penser que tu avais besoin de nous que d'admettre que nous avions besoin de toi. La voilà. La vérité se cachait derrière toutes les justifications, rationalisations et attentions prudentes. Ils ne m'avaient pas protégé. Ils m'avaient utilisé. Ils avaient utilisé ma maison, mes ressources, ma culpabilité maternelle pour éviter de construire leur propre vie ensemble. Je comprends que tu aies été blessé, ai-je dit à Jean-Claude. Ton divorce a été douloureux. Tu te sentais perdu, en colère et effrayé. Mais on ne peut pas guérir ces blessures en les infligeant aux autres. Tu ne peux pas résoudre tes problèmes en me faisant disparaître. Des larmes coulaient sur son visage. De vraies larmes, pas celles manipulatrices que j'avais si souvent vues ces derniers mois. Je suis désolé, maman. Je suis tellement désolé. Je ne sais pas comment c'est devenu si grave. Je ne sais pas comment j'ai pu devenir quelqu'un qui puisse te faire autant de mal. Moi non plus, dis-je honnêtement. Mais c'est quelque chose que tu devras découvrir par toi-même. Sylvie examinait à nouveau les documents juridiques, calculant, élaborant des stratégies. Et Thomas? Demanda-t-elle. Il adore cette maison. C'est le seul foyer stable qu'il ait connu depuis le divorce. Un coup bas, parfaitement visé. Utiliser mon amour pour mon petit-fils comme une arme, comme ils avaient utilisé tout le reste. Mais j'étais prête pour celle-là. Thomas m'aime, dis-je. Pas la maison. Il sera toujours le bienvenu dans ma vie, où que je sois. Mais il ne peut pas servir de prétexte pour perpétuer une situation abusive. Alors c'est tout? La voix de Jean-Claude se brisa. Tu en as juste, fini avec nous? J'ai regardé mon fils, cet homme que j'avais porté dans mon corps, nourri à mon sein, élevé avec tant d'espoir, d'amour et de rêve pour son avenir. Cet être devenu un étranger, qui avait oublié comment aimer sans prendre, comment avoir besoin sans consommer. J'en ai assez d'être ta victime, ai-je dit doucement. Mais tu seras toujours mon fils. Si tu veux reconstruire notre relation ou une vraie relation, fondée sur le respect et l'égalité, je suis ouverte à cela. Mais cela commence par l'acceptation de tes actes et la recherche de ta propre voie. Ils sont partis sans déclaration dramatique ni ultimatum définitif. Juste une reconnaissance discrète que la conversation était terminée, que les conditions étaient fixées, que le choix leur appartenait désormais. J'ai regardé leur voiture disparaître sur la route de campagne, les ramenant vers une maison qui ne serait plus leur refuge, une vie qui ne serait plus financée par mon silence et mon sacrifice. Je me sentais vide. Mais pas dans le mauvais sens du terme. Vide comme un vase soigneusement nettoyé, prêt à être rempli de nouveautés. Pour la première fois depuis des mois, j'avais dit ma vérité en toute franchise. Pour la première fois depuis des années, j'avais fait passer mes propres besoins en premier. Pour la première fois depuis la mort de Pierre, je m'étais rappelé que j'étais plus que la mère, la gardienne, le fardeau de quelqu'un. J'étais Marguerite. Et Marguerite me suffisait. L'appel téléphonique est arrivé 2 semaines plus tard. La voix de Marie-Claire était professionnelle, mais je percevais une satisfaction sous-jacente. Ils ont accepté de partir d'ici la fin du mois, a-t-elle dit. Sans contestation, sans négociation. Ils partiront volontairement. J'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine, une tension que je portais sans m'en rendre compte. Et Thomas? La garde alternée reste inchangée. Il restera avec eux la semaine, mais ils ont accepté de te rendre visite le week-end quand tu le souhaites. Ici, à Marseille, où tu te sens bien. Où je me sens bien. Une phrase si simple, mais qui portait le poids d'une révolution. Pour la première fois depuis des années, mon confort était pris en compte, priorisé, protégé par la loi. Il y a autre chose, continua Marie-Claire. Votre fils m'a demandé de vous transmettre un message. Il veut que vous sachiez qu'il a commencé à consulter un thérapeute. Et qu'il envisage une thérapie pour sa dépendance à l'alcool. Des progrès. Petits, fragiles, mais réels. Merci, ai-je dit. Pour tout. Vous avez fait le plus dur, Madame Martin. Vous avez retrouvé votre voie. Je suis retournée à la maison 3 jours après leur départ. J'avais besoin de la voir, de parcourir les pièces, de comprendre ce qui restait et ce qui avait été perdu. La clé était toujours parfaitement ajustée. Certaines choses, me suis-je dit, ne changent jamais, même quand tout le reste change. La maison semblait différente. Plus légère, comme si un poids avait été enlevé de ses murs. Ils avaient nettoyé minutieusement avant de partir, peut-être un petit geste pour se racheter. La cuisine était impeccable, ma chambre avait retrouvé sa configuration d'origine, les photos de Pierre et moi avaient retrouvé leur place. Mais ce n'était plus chez moi. Plus pour moi.
J'ai ouvert les fenêtres de toute la maison, laissant entrer l'air frais et la lumière de l'après-midi. J'ai traversé chaque pièce lentement, me remémorant ce qui avait été, reconnaissant ce qui avait été perdu, envisageant l'avenir. Dans le salon, j'ai trouvé une enveloppe sur la cheminée. Mon nom était écrit de la main soignée de Jean-Claude. Astérisque maman, je sais que les mots ne peuvent pas effacer ce que je t'ai fait. Je sais que les excuses ne peuvent effacer les mois de douleur et de manque de respect. Mais je veux que tu saches que je me souviens de qui tu étais pour moi, et je me souviens de qui j'étais pour toi. Je me suis perdue après le divorce. J'étais en colère, honteuse et effrayée, et au lieu de gérer ces sentiments, j'en ai fait ton problème. Je me suis convaincue que c'était toi qui étais faible, qui avais besoin d'aide, qui ne pouvais pas te débrouiller seul. C'était plus facile que d'admettre que c'était moi qui étais perdu. Tu n'as jamais été perdu. Tu n'as jamais été incapable. Tu n'as jamais été le problème. Moi, si. Je n'attends pas de pardon. Je n'attends pas que tu me fasses à nouveau confiance. Je veux juste que tu saches que je vois clairement maintenant ce que j'étais trop égoïste et trop brisé pour voir avant. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Tu l'as toujours été. J'espère qu'un jour je pourrai à nouveau être digne d'être ton fils. Bisous, Jean-Claude Astérisque. La photo était collée sur le réfrigérateur où les œuvres de mon petit-fils avaient toujours été. Une maison avec un grand jardin, une femme aux cheveux argentés debout dans les fleurs, et un petit garçon lui tenant la main. Au bas, en lettres soignées de 7 ans, grand-mère dans son coin heureux. J'ai pleuré alors. Non pas de tristesse, mais de quelque chose de plus complexe, le chagrin de ce qui était perdu, le soulagement de ce qui était retrouvé, l'espoir de ce qui était peut-être encore possible. Maman? La voix de Thomas, petite et incertaine. Papa a dit que je pouvais t'appeler. Tu vas bien? Je vais très bien, mon petit. Et toi? Tu me manques. La maison me manque. Mais papa dit que tu avais besoin d'aller quelque part où les gens sont gentils avec toi. De la bouche des enfants. Ton papa a raison. Parfois, les adultes ont besoin de changements pour être heureux et en bonne santé. Pourrais-je encore te voir? Tous les week-ends si tu veux. Et pendant les vacances scolaires. Et chaque fois que tu auras besoin de ta grand-mère. Bien, dit-il d'une voix plus joyeuse. Je t'ai fait un dessin. Tu l'as vu? Oui. C'est magnifique. Tu m'as dessiné très heureux. C'est parce que je veux que tu sois heureuse, grand-mère. Je t'aime, Thomas. Je t'aime aussi. À samedi? Samedi, je te l'ai promis. La maison a été vendue en 6 semaines. Une jeune famille avec 3 enfants est tombée amoureuse du jardin, de la lumière, du sens de l'histoire ancrée dans les murs. Ils n'avaient pas besoin de connaître la douleur dont ces murs avaient été témoins. Ils les rempliraient de leurs propres souvenirs, de leur propre amour, de leur propre histoire. J'ai utilisé une partie des recettes pour rénover entièrement le cottage. Plomberie neuve, électricité modernisée, cuisine moderne qui conservait l'authenticité de la vieille structure en pierre. J'avais transformé la petite deuxième chambre en un espace idéal pour les visites de Thomas, peinte de son bleu préféré, remplie de livres et de fournitures artistiques, et dotée d'une fenêtre donnant sur les champs de lavande. Mais l'achat le plus important n'était pas pour moi. Je veux acheter une maison, avais-je dit à Marie-Claire lors de notre dernière consultation juridique. Pas pour moi. Pour les autres. Elle avait l'air intriguée. Quel genre d'autres? Des femmes comme moi. Des femmes âgées déplacées, sans abri, abandonnées par des familles sur lesquelles elles pensaient pouvoir compter. Des femmes qui ont besoin d'un endroit sûr pour reconstruire leur vie. L'idée me trottait dans la tête depuis des semaines. Chaque article sur la maltraitance des personnes âgées, chaque conversation avec d'autres femmes de mon âge, chaque souvenir de mes propres mois d'impuissance avait contribué à cette vision. Une maison où la dignité serait préservée, où l'indépendance serait encouragée, où personne n'aurait à choisir entre sécurité et autonomie. C'est une idée merveilleuse, avait dit Marie-Claire. Mais c'est aussi compliqué. Licence, assurance, personnel, supervision. Je sais. C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide pour bien faire les choses. La maison que j'ai trouvée était parfaite, assez grande pour 4 personnes, avec des chambres individuelles et des espaces communs partagés. Un jardin pour cultiver des légumes et des fleurs. Une cuisine conçue pour cuisiner ensemble ou seul, selon ses préférences. Proche des commerces, des centres médicaux et des transports en commun, mais suffisamment calme pour être en paix. Je l'ai baptisée Maison de la Croix, d'après mon nom de jeune fille. Le nom que je portais avant de devenir l'épouse, la mère, le fardeau de quelqu'un. Le nom qui n'appartenait qu'à moi. La première résidente était Claudette, une femme de 78 ans que j'ai rencontrée par l'intermédiaire d'une assistante sociale. Son fils avait vidé ses comptes en banque et l'avait abandonnée dans un établissement de soins qui la traitait comme un inventaire d'entrepôt. Elle est arrivée avec une valise et le regard empreint d'une vie de souffrance. Est-ce réel?
demanda-t-elle tandis que je lui montrais sa chambre, lumineuse, intime, meublée avec dignité et respect. Je peux vraiment rester ici? Aussi longtemps que tu en auras besoin, lui ai-je dit. C'est ta maison maintenant. La deuxième était Françoise, dont la belle-fille l'avait convaincue de signer une procuration, puis s'en était servie pour vendre sa maison à son insu. Elle avait emménagé avec une photo de son défunt mari et une détermination farouche à ne plus jamais se montrer vulnérable. La troisième était Annie, âgée de seulement 68 ans, mais paraissant beaucoup plus âgée après des mois de violence psychologique de la part d'enfants adultes qui la voyaient comme une source de babysitting et de soutien financier gratuit plutôt que comme une personne méritant amour et respect. Le quatrième lit restait vide, attendant celui qui en aurait besoin. Nous avons établi des routines lentement, naturellement. Petit déjeuner ensemble si nous voulions de la compagnie, seul si nous préférions la solitude. Dîner partagé le soir, généralement, car la nourriture est meilleure préparée et dégustée avec des personnes qui comprennent notre histoire. Claudette s'occupait du potager avec l'expertise de quelqu'un qui avait cultivé des aliments dans des moments difficiles. Françoise a aménagé une petite bibliothèque dans le salon, créant un espace chaleureux pour lire et discuter tranquillement. Annie, qui avait été couturière avant son mariage et ses enfants, a aménagé un coin couture où elle raccommodait nos vêtements et créait de magnifiques courtes pointes. Je m'occupais des aspects pratiques, factures, entretiens, obligations légales, mais nous contribuions toutes. Nous n'étions ni patientes, ni clientes, ni bénévoles. Nous étions des femmes qui reprenaient nos vies en main, soutenant l'indépendance de l'autre plutôt que de dépendre de la faiblesse de l'autre. Grand-mère. Thomas fit irruption dès son premier week-end, son énergie rayonnant dans la maison. Cet endroit est tellement génial. Est-ce que ce sont de vrais champs de lavande? Puis-je en cueillir? Qui sont ces dames dans la grande maison? Tant de questions, posées avec l'enthousiasme et la curiosité d'une enfant de 7 ans. Je les présentai à mes colocataires, qui l'ont accueilli avec l'affection particulière que les femmes plus âgées réservent aux enfants qui leur rappellent leurs propres petits-enfants. Sont-ils tes amis maintenant, grand-mère? Demanda-t-il tandis que nous traversions les champs de lavande main dans la main. Oui, ce sont mes amis. Parfois, les adultes ont besoin de se faire de nouveaux amis, surtout après des épreuves. Comme quand j'ai dû me faire de nouveaux amis à l'école après le divorce de papa et maman? Exactement comme ça. Il y réfléchit sérieusement, comme le font les enfants qui essaient de comprendre les complexités des adultes. Je crois que tu as choisi de bons amis, dit-il finalement. Ils ont l'air heureux. Heureux? Oui, c'était tout à fait ça. Pour la première fois depuis des années, j'étais entouré de gens qui choisissaient d'être dans ma vie plutôt que de tolérer ma présence. Des gens qui valorisaient mon expérience plutôt que de la rejeter. Des gens qui voyaient ma force plutôt que ma prétendue fragilité. Ce soir-là, après que Thomas se soit endormi dans sa chambre bleue, je me suis assise sur la terrasse avec une tasse de thé et la photo de Pierre. Les étoiles brillaient dans le ciel de campagne, intactes par les lumières de la ville ou la pollution urbaine. « Regarde ce que nous avons construit, mon amour », murmurai-je à son image. Pas seulement la maison, il n'y avait que des murs, un toit et des fondations. Mais ça, cette communauté, cette seconde chance, cette preuve que l'amour peut engendrer plus d'amour, même après qu'il semble s'être terminé. J'ai pensé à Jean-Claude, assistant à ses séances de thérapie, cherchant à comprendre comment il était devenu capable d'une telle cruauté envers celle qu'il aimait le plus. J'ai pensé à Sylvie, apprenant peut-être qu'utiliser les autres pour éviter de construire sa propre vie laisse finalement les mains vides. J'ai pensé à toutes les façons dont les relations peuvent se briser, et parfois, avec suffisamment de travail, d'honnêteté et de temps, trouver de nouvelles configurations qui honorent le bien tout en reconnaissant le mal. Mais surtout, je pensais à ce matin, assise au même endroit, j'avais parlé à voix haute pour la première fois depuis des mois, mon histoire ne se termine pas ainsi. J'avais raison. Ce n'était pas la fin. C'était à peine le milieu. Cette paix, ce but, cette communauté de femmes résilientes qui se soutiennent mutuellement dans leur indépendance, c'était plus proche d'une fin. Mais même cela ressemblait davantage à un début. J'avais commencé à enregistrer mon histoire pour Thomas, pour ses enfants, pour tous ceux qui auraient besoin d'entendre qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre sa vie en main. Cette dignité, personne ne peut vous l'enlever. C'est quelque chose que vous pouvez choisir de conserver, même lorsque tout le reste vous a été arraché. Ce silence n'est pas d'or. Il est juste coûteux. Cet amour qui exige votre disparition n'est pas de l'amour du tout. Qu'il y a du pouvoir à dire sa vérité, même quand votre voix tremble, même quand ceux que vous aimez le plus ne veulent pas l'entendre. Surtout à ce moment-là. Je m'appelle Marguerite Delacroix-Martin, et j'enregistre ceci le 15 octobre 2023, pour mon petit-fils Thomas, et pour tous ceux qui auraient besoin de l'entendre. Thomas, un jour tu seras assez grand pour comprendre ce qui s'est passé entre ton père et moi, et pourquoi je n'ai pas pu rester dans la maison où tu as passé ta petite enfance. Un jour,
Tu te demanderas peut-être si tu aurais pu faire quelque chose, comment faire autrement. Je veux que tu saches que tu as été la lumière dans ces mois sombres. Ton sourire, tes questions, tes observations d'enfant de 7 ans sur le monde, tu me rappelais chaque jour que l'amour existait encore, que l'innocence comptait encore, que certaines choses méritaient encore d'être protégées. Tu n'as jamais été responsable des problèmes des adultes. Tu n'étais jamais censé réparer ce que nous avions brisé. Tu étais censé être une enfant, et tu étais une belle enfant, même au milieu d'une situation difficile. Mais cet enregistrement n'est pas seulement pour toi, ma petite. Il est pour toute femme qui reconnaît sa propre histoire dans la mienne. Toute femme à qui on a dit qu'elle était trop vieille, trop perdue, trop difficile. Toute femme qui a vu sa propre famille la transformer en étrangère dans sa propre vie. Je veux que tu saches, tu n'imagines rien. Tu n'es pas trop sensible. Tu n'es pas le problème. Et tu n'es pas impuissante. On me demande parfois si je regrette ce que j'ai fait. Si j'aurais aimé faire plus d'efforts pour arranger les choses avec Jean-Claude et Sylvie. Si la maison où j'ai élevé mes enfants et aimé mon mari me manque. La vérité est compliquée. Jean-Claude me manque. La relation que nous avions avant que le chagrin, la peur et l'orgueil ne l'empoisonnent me manque. La version de moi-même qui croyait que l'amour pouvait résoudre tous les problèmes, guérir toutes les blessures, combler toutes les distances me manque. Mais je ne regrette pas d'être parti. Je ne regrette pas d'avoir riposté. Je ne regrette pas d'avoir préféré ma dignité à leur confort. Certains ponts brûlent pour éclairer le chemin. Jean-Claude et moi reconstruisons notre relation lentement. Il vient nous rendre visite une fois par mois maintenant, parfois avec Thomas, parfois seul. Les conversations sont prudentes, respectueuses, sincères comme elles ne l'avaient pas été depuis des années, avant que tout ne s'écroule. Il est différent maintenant. Plus humble. Plus conscient de sa propre capacité à faire du mal. La thérapie est efficace, tout comme le suivi en addiction, mais surtout, je pense que les conséquences ont été bénéfiques. Parfois, il faut perdre complètement quelque chose avant d'en apprécier la valeur. Sylvie et moi ne serons probablement jamais proches. Elle envoie des cartes d'anniversaire polies et entretient une conversation cordiale lorsque nos chemins se croisent. C'est suffisant. Toutes les relations ne peuvent pas être réparées, et toutes ne devraient pas l'être. Pardonner, c'est parfois renoncer au besoin que les choses soient différentes. Marguerite, tu enregistres encore? La voix de Claudette, chaleureuse, pleine d'affection et de taquinerie. Je finis juste, et je rappelle. Garde-moi un peu à manger? Toujours. Annie a préparé cette soupe que tu aimes. C'est ma vie maintenant, Thomas. Des plaisirs simples partagés avec des gens qui choisissent d'être bienveillants les uns envers les autres. Une soupe faite avec amour, des conversations sans arrière-pensée, un silence apaisant plutôt qu'oppressant. Je dirige la maison de la Croix avec l'aide des autres résidents et d'une petite équipe qui comprend que vieillir ne signifie pas disparaître. Nous avons hébergé 12 femmes ces 2 dernières années. Certaines sont restées des mois pour reconstruire leurs finances et reprendre confiance en elles. D'autres ont trouvé un nouveau foyer auprès de membres de leur famille qui ont appris à les traiter avec respect. Quelques-unes, comme Claudette, Françoise et Annie, sont restées pour contribuer à créer quelque chose de durable et de beau. Nous avons créé un petit groupe de défense des femmes âgées victimes de violences familiales. Nous intervenons dans des centres communautaires, formons des travailleurs sociaux et proposons des orientations juridiques. Nous racontons nos histoires non pas pour susciter la sympathie, mais pour la reconnaissance. Non pas pour susciter la pitié, mais pour la prévention. Nous refusons d'être invisibles. Thomas, lorsque tu seras assez grand pour comprendre cet enregistrement, tu seras aussi assez grand pour faire des choix sur la façon dont tu traites ceux qui t'aiment. J'espère que tu te souviendras qu'aimer n'est pas posséder. Prendre soin n'est pas contrôler. La famille n'est pas une hiérarchie où l'âge détermine les besoins les plus importants. J'espère que tu te souviendras que chacun mérite dignité, autonomie et respect, quel que soit son âge, sa dépendance ou son besoin d'aide. J'espère que tu te souviendras que parfois, la plus grande bienveillance est d'admettre que l'on a causé du tort et de s'efforcer de faire mieux. Et j'espère que tu te souviendras que ta grand-mère n'était pas une victime. J'étais une femme qui a retrouvé son pouvoir, qui s'est choisie elle-même quand personne d'autre ne l'a fait, qui a construit quelque chose de beau à partir des cendres de quelque chose de brisé. Une dernière chose, pour tous ceux qui m'écoutent et qui reconnaissent leur propre histoire dans la mienne, tu n'es pas trop vieille pour tout recommencer. Tu n'es pas trop fatiguée pour te battre. Tu n'es pas trop abîmée pour mériter mieux. Ta voix compte. Tes besoins comptent. Ta vie compte. Et si ton entourage l'a oublié, tu ne dois pas l'oublier aussi. Retrouve tes papiers, ceux qui prouvent ce qui t'appartient. Retrouve ton entourage, ceux qui voient ta force plutôt que ta prétendue faiblesse. Retrouve ta voix, celle qui dit la vérité même quand elle est inconfortable. Retrouve-toi. Tu mérites d'être retrouvée. C'est Marguerite Delacroix-Martin qui te quitte.
L'histoire continue, mais le silence s'arrête ici. 2 ans plus tard, je suis assise dans le même cottage, sur le même fauteuil, regardant les mêmes champs de lavande. Mais tout a changé, comme tout change quand on cesse de s'accrocher à ce qui était et qu'on commence à nourrir ce qui est. La 4e chambre de la maison Delacroix est désormais occupée par Isabelle, une ancienne enseignante de 74 ans dont le fils lui volait ses pensions de retraite depuis des mois avant qu'elle n'ait le courage de le dénoncer. Elle est arrivée avec pour seules armes ses certificats d'enseignement et la ferme conviction que l'éducation est possible à tout âge. Aujourd'hui, elle anime des groupes de lecture pour les enfants du quartier et enseigne l'informatique aux seniors du centre communautaire. Nous sommes une famille de femmes qui ont appris que recommencer n'est pas un privilège réservé aux jeunes. C'est un choix accessible à toute personne suffisamment courageuse pour le faire. Thomas a 9 ans maintenant, il est plus grand et plus réfléchi, et il se pose des questions qui appellent des réponses plus complexes. Il passe un week-end sur 2 avec moi, à m'aider au jardin, à écouter les histoires des femmes, à apprendre que la force se manifeste sous de multiples formes et que la famille se construit, pas seulement dans laquelle on est. Grand-mère, dit-il lors de sa dernière visite, mon ami d'école dit que sa grand-mère vit dans une maison de retraite où elle n'est pas heureuse. On pourrait lui parler de cet endroit? On pourrait, dis-je. Mais d'abord, on devrait lui demander ce qu'elle veut. Parfois, on a juste besoin d'être écouté avant d'avoir besoin de quelqu'un pour nous secourir. Il hocha la tête sérieusement, comprenant déjà la différence. Jean-Claude vient la voir tous les mois maintenant, parfois seul, parfois avec Thomas. La colère a disparu, remplacée par quelque chose de plus complexe, mais plus honnête. Nous apprenons à être mère et fils à nouveau, mais en adulte, avec des limites, du respect et la reconnaissance du mal causé. Je repense souvent à ce matin-là, m'a-t-il confié lors de notre dernière conversation. L'eau, les mots que j'ai prononcés. Je me demande comment j'aurais pu devenir capable de cela. Et toi, qu'en penses-tu? Ai-je demandé. Je pense que la douleur rend les gens dangereux quand ils ne savent pas la porter correctement. Je crois que je t'ai confié ma douleur à porter parce que j'avais trop peur de la porter moi-même. Des progrès. Lents, imparfaits, mais réels. Notre travail de plaidoyer a dépassé mes espérances. Marie-Claire nous aide à naviguer dans les méandres juridiques, le docteur Leroux propose des consultations médicales aux femmes qui ont besoin de faire état de maltraitance, et nous nous sommes associés à 3 autres associations pour créer un réseau d'hébergement dans toute la région. Le mois dernier, nous avons reçu une lettre d'une Bordelaise qui avait entendu parler de notre travail. Elle souhaitait lancer une initiative similaire dans sa ville. Le mois précédent, une assistante sociale lyonnaise avait demandé nos supports de formation. Le mois précédent, une petite fille de Toulouse m'appelait pour me demander conseil sur la situation de sa grand-mère. Le silence se brise, une voix après l'autre. Mais le changement le plus profond est le plus simple, je me réveille chaque matin dans un endroit où l'on me désire, où mes pensées sont valorisées, où mes besoins comptent. Je bois mon thé sans crainte, je dis ce que je pense sans m'excuser, j'existe sans justification. J'ai 74 ans et je suis enfin pleinement moi-même. On me demande parfois si je suis amère des années perdues, de la relation avec mon fils qui ne sera jamais tout à fait ce qu'elle était, de la maison qui abritait tant de souvenirs mais qu'il a fallu vendre pour trouver la paix. Je ne suis pas amère. L'amertume naît quand on se concentre sur ce qui nous a été enlevé. Je choisis de me concentrer sur ce que j'ai trouvé, ma voix, ma force, mon but, ma paix. Je choisis de me concentrer sur ce que j'ai construit des cendres de ce qui a brûlé. Ce soir, comme chaque soir, nous nous retrouverons autour de la table de la maison Delacroix. 4 femmes qui ont refusé de disparaître, qui ont préféré la dignité à la commodité, qui ont appris que la famille est quelque chose que l'on peut créer et dans laquelle on est. Nous partagerons repas, histoire et silence réconfortants. Nous planifierons les activités de demain. Claudette veut planter de nouvelles roses, Françoise organise une discussion autour d'un livre, Annie donne un cours de couture, Isabelle prépare des plans de cours pour ses élèves d'informatique. Nous existerons haut et fort, fièrement, sans excuse ni explication. Nous prouverons, simplement par notre présence et notre intégrité, qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre sa vie en main. Cette dignité n'est pas quelque chose que les autres peuvent vous accorder, c'est quelque chose que vous pouvez choisir de conserver. Ce silence peut sembler d'or, mais votre voix est infiniment plus précieuse. Et que parfois, l'acte le plus révolutionnaire est simplement de refuser de disparaître. Je m'appelle Marguerite Delacroix-Martin. Ceci est mon histoire. Elle n'est pas terminée, les meilleures histoires ne le sont jamais. Mais le silence est enfin, complètement, magnifiquement terminé. Cette histoire est dédiée à toutes les femmes à qui l'on a dit qu'elles étaient trop pénibles, trop vieilles pour compter, trop ancrées dans leurs habitudes pour changer. Vous n'êtes rien de tout cela. Vous êtes d'une puissance incommensurable,
Et votre histoire, votre véritable histoire, racontée avec votre propre voix, mérite d'être entendue. Votre silence n'a jamais été d'or. Votre voix est le trésor. Continuez à parler. Continuez à vous battre. Continuez à exister haut et fort. Le monde a besoin de ce que vous avez à offrir.